Mon mari m'a quitté pour sa petite amie. Ils ont pris l'appartement et tout l'argent, nous laissant, ma mère et moi, à la rue. Lorsque nous nous sommes approchés d'un restaurant pour demander de la nourriture, le gérant, qui était mon ancien camarade de classe, nous a vus. Quand il a découvert ce qui s'était passé, il nous a donné les clés de sa maison de campagne. Rina Cruz travaille comme traductrice pour une petite entreprise. Chaque matin, elle dépose son fils de 5 ans, Angelo, à la garderie, puis se dépêche d'aller le chercher. Toutes les tâches ménagères lui incombent également. Son mari, Daniel, travaille pour la même entreprise en tant que cadre supérieur. À première vue, ils forment une famille ordinaire, mais ils font face à une série de défis que tout le monde ne peut pas surmonter. Rina est assise à son bureau dans un petit bureau, fixant le moniteur de l'ordinateur portable. Ses doigts bougent rapidement sur le clavier, tapant une autre phrase insérée. Le texte technique exige une concentration extrême, une petite erreur peut causer un gros problème pour le client. Elle écarte une mèche de cheveux noirs de son front et plisse les yeux en relisant le paragraphe. Elle a une aversion pour la structure de la phrase. Dehors, il pleuvait légèrement, typique du mois de septembre. Les gouttes coulaient sur la vitre, laissant des traces. Le bureau avait une atmosphère de travail typique, les voix des collègues étaient douces, accompagnées du son des claviers et de la sonnerie occasionnelle du téléphone dans l'autre département. Rina aimait ce travail, même si elle était toujours partagée entre le bureau et la maison. Le matin était devenu tendu. Elle a presque traîné Angelo à la garderie. L'enfant pleurait, il ne voulait pas s'habiller et voulait rester à la maison. Rina se souvenait des joues rouges et des yeux pétillants de l'enfant lorsqu'elle l'avait assis dans le vestiaire. Elle a supposé qu'il ne voulait tout simplement pas être séparé de sa mère. Les enfants de 5 ans font souvent cela. Elle a soupiré et s'est de nouveau concentrée sur l'écran. L'échéance approchait. Elle devait soumettre la traduction d'ici la fin de la semaine, et il restait encore beaucoup de travail à faire. Rina tapait une phrase quand soudain son téléphone a vibré et a sonné. La mélodie s'est interrompue. Le bureau était silencieux. Le nom enseignante Violeta Reyes est apparu à l'écran. Le cœur de Rina battait la chamade. L'enseignante n'appelait jamais sans une raison sérieuse. Elle a décroché le téléphone, pas encore complètement effrayée. « Bonjour, Madame Reyes. Je vous écoute. » Sa voix était calme, mais à l'intérieur d'elle, une vague d'anxiété commençait à monter. « Rina, bonjour », il y avait de l'inquiétude dans la voix de l'enseignante. « Désolé de déranger votre travail, mais nous avons une situation avec Angelo. » Que s'est-il passé? Rina a ajusté son siège. Elle tenait fermement le téléphone. Il a de la fièvre. Elle a atteint 39 degrés Celsius. Nous avons mesuré l'enfant 2 fois, il était léthargique et se plaignait d'un mal de tête. Selon la politique de la garderie, nous ne pouvons pas laisser les enfants avec une forte fièvre. Mon Dieu, Rina fermait les yeux. Madame Reyes, je suis en route. Je serai là dans 20 minutes, une demi-heure tout au plus. D'accord, nous attendrons. Angelo est à la clinique, l'infirmière est avec lui. Ne vous inquiétez pas trop, tant que vous venez tout de suite. Merci. Je suis en route. Rina a posé le téléphone sur la table et s'est tenu la tête. Ses pensées s'emballaient. 39 degrés, c'est sérieux. Il n'avait vraiment pas l'air bien le matin, elle aurait dû écouter son intuition. Elle a rapidement enregistré le document, fermé l'ordinateur portable et commencé à organiser ses affaires dans son sac. Ses mains tremblaient. Je dois dire au revoir à Monsieur Arthur Ocampo. Rina a quitté son bureau et a presque couru vers le bureau du directeur. Elle a frappé à la porte et n'a pas attendu de réponse. Elle l'a entr'ouverte. Monsieur Ocampo, puis-je entrer? Le directeur était assis à son grand bureau en train d'étudier des papiers, un homme dans la quarantaine avec un beau visage et un regard vif. Il a levé la tête, et quand il a vu son visage pâle, son front s'est immédiatement froncé. Rina, entrez. S'est-il passé quelque chose? Elle est entrée dans le bureau en tenant la bandoulière de son sac. Monsieur Ocampo, Angelo a de la fièvre. L'enseignante vient d'appeler de la garderie. Sa température est de 39 degrés. Je dois aller le chercher tout de suite. Puis-je partir? Les mots sortaient rapidement et de manière chaotique. Je promets que je finirai tout le travail. Je finirai la traduction même si je dois rester éveillé tard.
J'ai juste besoin d'aller voir son fils maintenant. Monsieur Ocampo a immédiatement posé les papiers et s'est levé. Rina, bien sûr que vous pouvez partir maintenant. Ses mots étaient calmes, mais il y avait une véritable inquiétude dans sa voix. Ne pensez pas au travail pour le moment. Votre fils est plus important. J'espère qu'Angelo se rétablira bientôt. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. Rina a hoché la tête, les yeux remplis de larmes. Merci beaucoup. J'essaierai de ne pas être longue. Rina, le directeur l'a arrêté. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Elle a souri avec gratitude et a quitté le bureau. Monsieur Ocampo est un homme rare dans le monde des affaires, un homme qui voit ses employés non seulement comme des travailleurs mais comme des personnes avec leurs propres problèmes et soucis. Il s'enquiert régulièrement du bien-être des employés et organise des sorties où tout le monde peut se détendre en famille. Lors du dernier événement d'entreprise dans un complexe hôtelier, Rina a vu comment il jouait avec les enfants. Il les portait sur la balançoire et leur racontait des histoires drôles. Ce genre de comportement est très important. En descendant les escaliers, Rina a appelé un taxi. Ses doigts tremblaient encore. Le répartiteur a répondu après la 3e sonnerie. Service de taxi, j'écoute. J'ai besoin d'une voiture immédiatement, elle a donné l'adresse. Un instant. La voiture sera là dans 5 minutes. Merci. Rina est sortie. La pluie tombait toujours. Des gouttes froides sont immédiatement tombées sur son visage. Elle n'avait pas apporté de parapluie, mais cela n'avait aucune importance à ce moment-là. Serrant son sac contre sa poitrine, elle se tenait à l'entrée et regardait le flux de voitures. Chaque seconde semblait si longue. Enfin, une voiture argentée familière est apparue. Rina a fait signe, et la voiture s'est arrêtée sur le côté de la route. Elle a soudainement ouvert la porte et s'est installée à l'arrière. Le chauffeur, un vieil homme avec une moustache blanche, l'a regardée dans le rétroviseur. Quelque chose ne va pas? Mon fils est malade, a répondu brièvement Rina, en regardant par la fenêtre. Je comprends. Nous allons faire vite. La voiture a démarré. Rina a sorti son téléphone. Elle voulait appeler Daniel mais a changé d'avis. Son mari était en réunion maintenant, il ne répondrait pas, et que pourrait-il faire pour aider? La vue par la fenêtre était floue à cause de la pluie grise. Rina regardait les maisons, les voitures et les gens avec des parapluies qui passaient, mais elle ne voyait rien. Dans son esprit, des pensées inquiétantes tourbillonnaient. C'était 39 degrés de fièvre. Et si c'était grave? Est-ce juste un simple rhume ou la grippe? Ou peut-être était-ce pire? Nous y sommes, a dit le chauffeur, s'arrêtant devant la grille familière de la garderie. Rina a payé sans même regarder le compteur et est descendue de la voiture. Elle a traversé une flaque d'eau, a poussé la grille et a presque couru vers l'entrée principale. Dans le hall, une enseignante l'a accueillie. Oui, où est-il? Suivez-moi. Il est à la clinique. Elles ont parcouru le couloir familier, passant devant les dessins colorés des enfants sur le mur et devant le vestiaire. Rina pouvait à peine s'empêcher de courir. À la clinique, Angelo était allongé sur un lit, enveloppé dans une couverture. Ses joues étaient rouges de fièvre et ses yeux brillaient. À côté de lui était assise l'infirmière, une femme âgée en uniforme blanc. « Maman !» L'enfant a souri faiblement en la voyant. « Mon fils !» Rina s'est précipitée vers lui, s'est assise à côté de lui et a pressé sa paume contre sa joue. La peau de l'enfant était brûlante. « Comment te sens-tu? » Ma tête me fait mal, s'est plaint Angelo en frissonnant. Un instant. Nous rentrons à la maison. Je vais te soigner. L'infirmière s'est levée et s'est approchée. Sa fièvre a soudainement augmenté vers midi. Nous lui avons donné un antipyrétique, mais il n'agissait pas encore. Vous feriez mieux de l'emmener chez le médecin. Je vais le faire, a hoché Rina. Merci d'avoir pris soin de lui. Elle a aidé Angelo à s'habiller. Le garçon était léthargique et avait du mal à bouger. Rina a boutonné sa veste, mis son chapeau et l'a porté, même s'il était un peu lourd pour cela. L'enseignante Violetta les a accompagnés jusqu'à la sortie. Angelo, guéris vite, a dit l'enseignante en caressant le dos du garçon. Merci, a-t-elle chuchoté. Dehors, Rina a de nouveau appelé un taxi. Heureusement, la voiture est arrivée rapidement.
Pendant tout le trajet vers la maison, Angelo est resté allongé, appuyé contre sa mère et gémissant doucement. Rina lui caressait la tête, embrassant le sommet de son crâne et chuchotant des mots apaisants. À la maison, elle était sur le point de paniquer. Elle tenait son fils dans ses bras sur le canapé, l'a couvert d'une couverture et a couru à la cuisine pour chercher un thermomètre. 39,2. Rina a dégluti. « Fils, je vais te faire un délicieux thé, et tu iras mieux bientôt. » Elle a caressé ses joues chaudes, essayant de sourire. « Thé au miel ?» a demandé faiblement Angelo. « Bien sûr, mon chéri. Ton préféré. » Elle a infusé le thé, ajouté du miel et apporté la tasse. Son fils l'a aidé à s'asseoir. Angelo a bu un peu à la fois. Il a grincé des dents. « C'était chaud, s'est-il plaint. Souffle un peu. Voilà. C'est bien. » Rina a pris un médicament contre la fièvre dans l'armoire à pharmacie et lui a donné le comprimé avec de l'eau. Angelo a docilement avalé le médicament et s'est rallongé. Il a fermé les yeux. Rina s'est assise à côté de lui, lui tenant la main et vérifiant sa température toutes les 20 minutes. Mais les chiffres sur le thermomètre refusaient de baisser. 1 heure a passé, puis une autre. Angelo tombait occasionnellement dans un sommeil agité, puis se réveillait en pleurant et en se plaignant de douleur. Rina a changé une compresse froide sur son front. On lui a donné quelque chose à boire, mais cela n'a fait qu'empirer. La fièvre a atteint 39,5. « Maman. Je me sens si mal » a chuchoté l'enfant. Puis il a vomi. C'est ce qui a fini par lui faire perdre le contrôle. Rina a pris son téléphone et, les doigts tremblants, a appelé le numéro d'urgence. « Urgence ? Que puis-je pour vous ? J'ai un enfant. Il a 5 ans. Sa fièvre est de 39,5. Elle ne baisse pas. Il vomit. S'il vous plaît, venez immédiatement. » Elle a dicté l'adresse. L'équipe est en route. Attendez simplement. Rina a raccroché le téléphone et est retournée auprès de son enfant. Angelo était allongé, pâle et les yeux fermés. Elle a pris sa main et a serré sa prise. « Tiens bon, fils. Le médecin arrive. Il va t'aider. » L'attente était insupportable. Chaque minute semblait une éternité. Rina marchait de la fenêtre au canapé et revenait, jetant des coups d'œil dehors et écoutant les bruits de la rue. Enfin, elle a entendu la sirène. Elle a ouvert la porte. Avant même qu'elle ne puisse frapper, 2 médecins se tenaient là, un homme et une femme en uniforme. « Bonsoir. Où est l'enfant ? » ?»« Restez ici. Il est ici sur le canapé. » Les médecins ont rapidement examiné Angelo. Ils ont pris sa température et sa tension artérielle et ont écouté ses poumons. L'ambulancier a secoué la tête. « La fièvre est critique et ne baisse pas. Nous devons l'emmener à l'hôpital. Préparez-vous. » « De quoi est-il malade ? » La voix de Rina tremblait. « Il est difficile de le dire pour le moment. Des tests et des examens sont nécessaires. Mais avec ces symptômes, il vaut mieux ne pas parier. Allons-y. » Paniquée, Rina a préparé un sac avec des affaires, des vêtements de rechange pour son enfant, son ours en peluche préféré, des documents, le téléphone et le chargeur. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a fait tomber sa carte d'identité 2 fois. Angelo a été enveloppé dans une couverture et transporté sur un brancard. L'enfant ne bougeait même plus, il pleurait simplement doucement. « Tout ira bien, fils » a chuchoté Rina, marchant à ses côtés. « Tout ira bien. » Mais à l'intérieur d'elle, tout semblait être une boule de peur. Elle ne savait pas ce qui les attendait, mais elle sentait que leur vie avait soudainement pris un mauvais tournant. L'ambulance a foncé rapidement dans la nuit, sirène hurlante, s'ouvrant un chemin à travers le flux de voitures. Rina était assise à côté du brancard où Angelo était allongé, tenant fermement sa petite main chaude. L'enfant ouvrait occasionnellement les yeux, puis retombait dans un sommeil inquiet. L'ambulancière vérifiait occasionnellement son pouls. Elle écrivait quelque chose sur une tablette, mais son visage restait inexpressif. « Sommes-nous presque arrivés ?» a demandé Rina, même si elle savait que c'était une question sans importance. Environ 5 minutes restantes fut la courte réponse de l'ambulancière. Ne vous inquiétez pas. À l'hôpital, il sera aidé. Mais comment ne pas s'inquiéter quand votre enfant unique a une forte fièvre et que les médecins sont silencieux ?
Rien n'est dit avec certitude. Rina se mordait la lèvre, sentant les larmes monter dans sa gorge. Elle ne devait pas pleurer. Elle ne devait pas montrer à Angelo à quel point elle avait peur. Elle devait être forte. L'hôpital les a accueillis avec les lumières vives des urgences et l'odeur de chlore. Angelo a été immédiatement emmené sur un chariot pendant que Rina devait signer des documents. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine écrire les lettres, prénom, deuxième prénom de l'enfant, date de naissance, adresse, numéro Files. Les lignes se brouillaient dans sa vision. Mère de l'enfant, a demandé l'infirmière au comptoir, une femme âgée au visage fatigué. Oui. Signez ici et ici. Vous allez être emmené à la section d'admission. Rina a été conduite dans un long couloir à la peinture écaillée sur les murs. Un enfant pleurait quelque part, il y avait des portes qui claquaient et des pas rapides. L'agitation de l'hôpital était effrayante et apaisante à la fois. Les soignants étaient là, ils l'aideraient. Dans un petit bureau, un médecin était assis derrière un bureau, un homme d'une cinquantaine d'années avec des lunettes et des cheveux gris. Il lisait les papiers quand Rina a été introduite. « Bonsoir. Veuillez vous asseoir, a-t-il dit, désignant une chaise. Rina Cruz? Oui. Je suis le docteur Ignacio Santos, chef du département de pédiatrie. Veuillez me raconter en détail ce qui est arrivé à votre fils. Rina a dégluti et a commencé à lui raconter comment Angelo avait fait une crise le matin, comment elle avait reçu un appel de la garderie, et comment la fièvre n'était pas tombée à la maison. Le médecin a écouté attentivement. De temps en temps, il s'arrêtait pour prendre des notes. A-t-il des maladies chroniques antérieures ou des allergies? Non. C'est un enfant en bonne santé. C'est juste un rhume ordinaire comme les autres enfants, mais rien de grave. Je comprends. Nous allons faire des analyses et pratiquer un examen. Votre fils est déjà examiné par notre pédiatre réside. Rina a hoché la tête, tenant la bandoulière de son sac. Elle voulait poser 1 million de questions, mais elle ne pouvait pas parler. Le docteur Santos s'est levé. Venez, je vais vous montrer où se trouve votre chambre. Pendant que nous faisons l'examen initial, vous pouvez rester avec votre fils. Ils sont montés au 3e étage. La chambre était petite avec 2 lits, mais le 2e était encore vide. Angelo était allongé sur le lit, enveloppé dans une couverture d'hôpital. À côté de lui se trouvait une jeune femme médecin en blouse blanche qui écrivait quelque chose sur un dossier. Maman a appelé doucement l'enfant en voyant Rina. « Je suis là, mon enfant. » Elle s'est approchée de lui et s'est assise sur le bord du lit. « Comment vas-tu? »« Je veux rentrer à la maison. » Ses lèvres tremblaient. « C'est pour bientôt. Sois juste un peu patient. Les médecins vont te soigner. » La jeune femme médecin s'est tournée vers eux et a souri avec lassitude. « Est-ce que ça fait mal ?» a demandé Angelo avec crainte. « Juste un peu » fut la réponse douce du docteur Villanueva. « Es-tu un enfant courageux ?» Angelo a hoché la tête avec incertitude. Rina lui a caressé la tête, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. Les 2 heures suivantes se sont passées dans une série de procédures. Angelo a été emmené sur un chariot d'un laboratoire à un autre. Rina ne quittait pas son côté. Lorsqu'on lui a prélevé du sang, le garçon a pleuré et elle l'a serré fort, lui chuchotant des mots apaisants. « C'est fini, fils, c'est fini. Tu es si courageux. Tu es si courageux. » Enfin, ils ont été ramenés à la chambre. Angelo a été mis sous perfusion et a reçu des médicaments pour faire baisser sa fièvre. Progressivement, la température a commencé à baisser. Le garçon s'est endormi. Rina s'est assise sur le lit d'hôpital à côté de lui. Elle ne pouvait pas détacher ses yeux de son visage pâle. La chambre était silencieuse, à l'exception des voix étouffées et des bruits de pas dans le couloir. Elle a pris son téléphone d'une main tremblante. Elle devait appeler Daniel. Il ne savait même pas qu'ils étaient à l'hôpital. Rina a appelé son mari. Son cœur battait la chamade. Les sonneries semblaient si longues. « Allô » a enfin répondu Daniel. Sa voix semblait occupée, il faisait visiblement quelque chose. « Daniel, Angelo est avec moi à l'hôpital. » Elle essayait de parler directement, mais sa voix tremblait. Les mots se coinçaient dans sa gorge. Rina a fermé les yeux, essayant de retenir ses larmes. Que lui est-il arrivé?
Il y avait maintenant de l'inquiétude dans la voix de Daniel. Rina, tu m'entends? Que s'est-il passé? Le médecin a dit qu'il soupçonne qu'il a la maladie de Steve, a-t-elle dit avec difficulté. Chaque mot était une lutte. Qu'est-ce que c'était que ça? Il y eut un bruit sur la ligne, comme si Daniel s'était déplacé vers un endroit plus calme. Je n'ai pas entendu parler de cette maladie. Je suis d'accord, Daniel. Ils n'ont encore rien dit de définitif. Nous attendons toujours les résultats des tests. Daniel, viens ici quand tu peux. Je n'y arrive pas seul. D'accord, je finis ça et j'arrive. Dans quel hôpital es-tu? Hôpital public de la ville, 3e bâtiment, 3e étage, chambre 307. L'appel s'est terminé. Rina a posé le téléphone sur ses genoux et a fixé le vide. La maladie de Stille. Elle essayait de se rappeler si elle avait déjà entendu ce nom auparavant, mais son esprit était vide. Qu'est-ce que c'est? À quel point est-ce dangereux? Est-ce que ça se soigne? Pendant qu'Angelo dormait sous l'effet des médicaments, Rina s'est assise sur le bord de son lit et a pleuré silencieusement, se couvrant la bouche pour ne pas réveiller son enfant. Les larmes coulaient sur ses joues, tombant sur la couverture d'hôpital. Elle était si inquiète pour son enfant. Le monde entier s'était soudainement réduit à cette petite chambre, à l'enfant endormi avec la perfusion dans la main. La peur lui serrant la gorge, la porte a grincé doucement. Rina a levé la tête et a rapidement essuyé ses larmes. Le docteur Santos est entré dans la pièce avec un dossier. Son visage était sérieux. Les résultats des tests sont arrivés. Malheureusement, nos soupçons ont été confirmés. Votre enfant souffre d'arthrite juvénile idiopathique systémique, plus connue sous le nom de maladie de Stille. Rina a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, même si elle était assise. Est-ce grave? C'est une maladie auto-immune, a expliqué le docteur Santos calmement mais avec compassion. Et est-ce curable? La voix de Rina sonnait comme si ce n'était pas la sienne. Sera-t-il capable de mener une vie normale? Les mains de Rina tremblaient. Elle les a croisées. Si toutes les recommandations sont suivies, oui. Beaucoup d'enfants avec ce diagnostic mènent une vie normale, mais cela demande de la discipline et une surveillance continue. Et il est très important d'éviter les infections, le stress et le froid extrême. Le système immunitaire d'Angelo est faible en ce moment. Le docteur Santos a pris un stylo dans sa poche et a commencé à écrire sur une feuille de papier. Je vais vous prescrire un plan de traitement. Je vais également vous donner une lettre d'orientation vers notre rhumatologue pédiatrique. Mais le plus important, il l'a regardé droit dans les yeux, pour l'instant, il doit arrêter la garderie. Angelo a besoin d'un mode de vie prudent avec peu d'interaction avec les autres enfants. À la garderie, le risque de contracter une infection est trop élevé, et pour lui, c'est critique en ce moment. Je comprends, a chuchoté Rina. Elle sentait un serrement à l'intérieur d'elle. Ne pas aller à la garderie signifiait que quelqu'un devait être avec lui à la maison tout le temps. Cela signifiait que son travail était en jeu. Je comprends que ce ne soit pas facile, a poursuivi le médecin plus doucement, mais la santé de votre enfant est la priorité absolue maintenant. Les premiers mois seront les plus durs pendant que nous ajustons le bon dosage des médicaments. 3 à 4 jours. Nous devons stabiliser son état et nous assurer qu'il n'y a pas de complications. Ensuite, nous vous laisserons rentrer chez vous avec des recommandations. Avez-vous la possibilité d'être avec lui tout le temps? Oui, bien sûr, a hoché Rina, même si elle n'avait aucune idée de la façon dont elle allait tout organiser. C'est bien. Si vous avez des questions, je suis toujours là. Les infirmières vous montreront comment donner les médicaments correctement et vous expliqueront les détails des soins. Le docteur Santos s'est levé et a posé sa main sur son épaule. Restez forte. Vous pouvez y arriver. L'important est de ne pas abandonner. Quand le médecin est parti, Rina s'est retrouvée seule à nouveau. Elle a regardé Angelo dormir et a senti la panique monter en elle. Traitement à long terme. Pas de garderie. Comment travaillerait-elle? Daniel était au bureau toute la journée, on ne pouvait pas compter sur lui. Leurs parents étaient décédés il y a longtemps, donc tout le fardeau retomberait sur elle. Rina a sorti son téléphone, a ouvert le navigateur et a commencé à chercher des informations sur la maladie. Articles, forums, sites médicaux, plus elle lisait, plus sa peur grandissait. Une maladie chronique, des lésions articulaires, une possible invalidité si elle n'est pas traitée correctement.
Elle a fermé les yeux et a rangé le téléphone. Impossible. Elle n'aurait pas dû se laisser lire cela. Vers 19h, Daniel est entré dans la chambre. Il portait une tenue de bureau, venant manifestement du travail. Ses cheveux étaient en désordre, sa cravate était desserrée, et il y avait un regard fatigué et inquiet sur son visage. « Comment va-t-il » a demandé son mari en s'approchant du lit. « Il dort. La fièvre est tombée, mais son état général est encore faible » a répondu faiblement Rina. Daniel s'est assis sur une chaise et s'est frotté le visage. « Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Il est en bonne santé. C'est une maladie auto-immune. Elle peut apparaître soudainement sans raison apparente » a répété Rina les mots du médecin, en essayant de parler calmement. Et maintenant ? Maintenant, traitement à long terme, examen régulier et pas de garderie. Elle a regardé son mari. Daniel, je dois rester à la maison avec lui. Je ne peux pas travailler. Son visage s'est crispé. Et pour l'argent ? Nous avons besoin d'argent pour le traitement. Je ne sais pas, a admis Rina. Elle sentait les larmes remonter. Peut-être que je demanderai à travailler à distance. Monsieur Ocampo comprendrait. Peut-être qu'il accepterait. Essaie, a dit brièvement Daniel et il s'est tourné vers la fenêtre. Un silence gêné s'est installé. Rina attendait que son mari la serre dans ses bras, la soutienne et lui dise qu'ils traverseraient cela ensemble. Mais Daniel restait silencieux, regardant l'obscurité par la fenêtre. Elle comprit qu'elle ne devait pas s'attendre à du soutien. « J'ai apporté ce que tu as demandé » a-t-il fini par dire, sortant l'ordinateur portable de Rina d'un sac. « Merci. » Elle l'a pris. « J'ai un projet inachevé là-dedans. Il doit être terminé à l'hôpital. » Sérieusement ? Daniel l'a regardé avec incrédulité. « L'échéance n'attendra pas. J'ai promis à monsieur Ocampo que je le soumettrai à temps. » Elle a haussé les épaules. « C'est comme tu veux. Je dois y aller. Je serai debout tôt demain. Appelle-moi si quelque chose change. » Bien sûr. Il s'est penché et a embrassé Angelo sur le front. Il a fait un signe de tête à Rina et a quitté la chambre. Elle l'a suivi du regard et a ressenti de l'amertume. C'était tout. 5 minutes et il partait. Il n'a même pas demandé comment elle allait ou si elle avait besoin d'aide. Rina s'est allongée sur le lit à côté de son fils. Elle a posé l'ordinateur portable. Elle ne pouvait pas dormir non plus, elle avait mal à la tête à cause de l'inquiétude. Il valait mieux travailler. Elle a ouvert la traduction inachevée et a commencé à travailler. Le temps passait lentement. Il faisait noir dehors depuis longtemps. Les voix dans l'hôpital s'étaient tues, seule une infirmière passait occasionnellement dans le couloir. Le sommeil d'Angelo était agité. De temps en temps, il sanglotait et s'agitait. De temps en temps, Rina ajustait la couverture, vérifiant si la fièvre était remontée, tout en continuant à travailler. Ses yeux se fermaient et ses doigts faisaient des fautes sur le clavier, mais elle continuait à taper. Elle devait finir. Elle devait montrer qu'elle maîtrisait tout et qu'on pouvait compter sur elle. À 3 heures du matin, Rina a enfin terminé le dernier paragraphe. Elle a vérifié le texte et a envoyé le fichier sur l'email de monsieur Ocampo. Elle a appuyé sur envoyer et s'est adossée à l'oreiller. Elle a couvert son visage de ses mains. Tout son corps était douloureux d'épuisement, elle avait mal à la tête. Après 1 minute, son téléphone a vibré. Un message de monsieur Ocampo, merci pour le travail. Comment va Angelo ? Rina a regardé l'écran. Il était 3 heures du matin et il ne dormait pas encore, répondant aux emails. Elle a tapé une réponse, essayant d'être brève tout en expliquant la situation. Elle a écrit sur le diagnostic, qu'elle devait rester à la maison avec son fils pendant un certain temps, et a demandé prudemment s'il y avait une possibilité de travailler à distance. Elle a lu le message 3 fois. Les larmes ont de nouveau coulé sur ses joues, mais cette fois-ci, c'était de soulagement. Au moins un problème était résolu. Au moins une personne la soutenait. Rina a tapé un remerciement, a fermé l'ordinateur portable et s'est allongée à côté d'Angelo. Elle ne s'est même pas déshabillée. Avant de sombrer dans un sommeil inquiet, elle a regardé son fils. Son visage, dans la pénombre de la lampe de chevet, paraissait si jeune et vulnérable. Rina lui a caressé la tête. « On peut y arriver, fils » a-t-elle chuchoté. « On le peut certainement.
Mais au fond d'elle, il y avait la peur que la vie ne soit plus jamais la même. Une semaine à l'hôpital a semblé si longue. Les jours sont devenus une attente sans fin, attente des résultats des tests, attente du passage des médecins, attente que l'état d'Angelo s'améliore. Rina ne dormait presque pas. Elle somnolait par bribes, se réveillant au moindre bruit. La nuit, elle faisait des cauchemars où son fils s'éloignait au fil de l'eau et où elle ne pouvait pas le rattraper. Angelo pleurait tout le temps à cause de la douleur. Parfois ses articulations lui faisaient mal, parfois c'était sa tête, ou il était malade à cause des médicaments. L'enfant ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas rentrer à la maison, pourquoi il devait rester dans cette chambre blanche à l'odeur désagréable, et pourquoi les médecins n'arrêtaient pas de le piquer avec des aiguilles. « Maman, je veux rentrer à la maison » ne cessait-il de dire, refusant la nourriture de l'hôpital. « Mes jouets sont là-bas. Mon gros ours en peluche. Pourquoi ne pouvons-nous pas rentrer, fils ? Encore un peu de patience. » Rina se frottait la tête, essayant de réprimer sa propre irritation. « Le médecin doit s'assurer que tu vas bien. Tu verras, tu sortiras bientôt et nous pourrons rentrer à la maison. » « C'est quand bientôt ? Demain, peut-être après-demain, ou dans quelques jours. » « Bientôt. »« Je ne veux pas de ça. » Angelo tournait le dos au mur et pleurait. Rina ressentait une oppression intérieure. Elle n'avait plus de force. La maladie de son fils l'épuisait physiquement et émotionnellement, la tension constante, la peur et l'incapacité de se détendre même une minute. Tout cela pesait comme un lourd fardeau. Et en plus de cela, il y avait le travail qu'elle ne pouvait pas laisser de côté. Chaque nuit, quand Angelo s'endormait enfin sous l'effet des médicaments, Rina sortait son ordinateur portable et travaillait jusqu'à minuit. Ses yeux étaient rouges de fatigue et à cause de la lumière de l'écran. Son dos était raide à cause de sa position inconfortable, mais elle continuait à traduire. Monsieur Ocampo envoie de nouvelles tâches, il envoie des textes terminés. Le cycle se répète chaque jour. Le 5e jour, le docteur Santo entre dans la chambre avec de bonnes nouvelles. Rina, l'état d'Angelo est stable. Nous avons trouvé le bon plan de traitement. Sa fièvre ne monte plus. Vous pourrez rentrer à la maison demain. Vraiment ? Elle se leva. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Oui. Mais vous devez suivre strictement toutes les recommandations. Le médicament doit être pris au bon moment. Aucune erreur. Une fois par semaine, allez faire un contrôle chez le rhumatologue, et n'oubliez pas de mener une vie saine. Pas de froid extrême, de stress ou de contact avec des enfants malades. Je comprends tout. Merci, docteur. Merci beaucoup. Le lendemain, ils furent enfin libérés. Rina préparait leurs affaires avec un grand soulagement, comme s'ils avaient été libérés de prison. Angelo s'est aussi égayé en les voyant monter dans un taxi pour rentrer à la maison. Il n'arrêtait pas de parler, racontant à quel point ses jouets, son lit et les dessins animés sur la grande télévision lui avaient manqué. À la maison, le garçon a couru dans sa chambre. Rina avait à peine enlevé ses chaussures, elle s'est appuyée contre le mur dans le couloir et a fermé les yeux, savourant la paix et le calme de leur foyer. Mais elle ne pouvait pas se détendre. Après une minute, l'alarme de son téléphone a sonné. Il était temps de donner à Angelo une autre dose de médicaments. Les semaines suivantes devinrent une course sans fin. Angelo prenait ses médicaments à l'heure exacte, matin, midi, soir et avant de se coucher. Chaque pilule devait être prise avec une certaine quantité d'eau. Certaines devaient être prises après les repas, d'autres à jeûne. Rina a établi un calendrier détaillé. Elle l'a collé sur le réfrigérateur et a programmé des rappels sur son téléphone. Le moindre retard pouvait entraîner une aggravation de son état. Le travail à distance n'était pas aussi facile qu'elle l'avait espéré. Angelo avait besoin d'une attention constante. Parfois il s'ennuyait, parfois il voulait peindre avec sa mère ou lui demandait de lire un livre. Rina est tiraillée entre l'ordinateur portable et son fils. Elle se sent à la fois une mauvaise mère et une mauvaise employée. « Maman, jouons aux voitures. » Angelo la tire par le bras. « Fils, juste un instant. J'ai juste besoin de finir ce paragraphe. » « Tu dis toujours ça. »« Juste un instant, » dit l'enfant en rouspétant. « Fils, s'il te plaît. Juste 10 minutes, et je suis tout à toi. » Mais 10 minutes se transforment en 20, puis en une demi-heure. Angelo commence à s'agiter et le cycle recommence. Rina met le travail de côté,
joue avec son fils, puis retourne à l'ordinateur alors que l'échéance approche et que ses nerfs sont à vif. Un matin de la 3e semaine à la maison, Angelo était assis à la table et piquait sa bouillie avec une fourchette. Il est clair que personne n'a l'intention de la manger. « Maman, je veux des pancakes », se plaint-il. L'assiette est repoussée. Rina est debout devant la cuisinière, remuant la soupe tout en essayant de lire un texte sur son téléphone. Elle doit confirmer immédiatement un terme technique. « Angelo, mange ta bouillie. C'est nutritif. » Il n'a pas répondu volontiers, ne quittant pas l'écran des yeux. « Je ne veux pas de bouillie. Je veux des pancakes. »« Tu as promis. » L'enfant était presque en larmes. Rina posa le téléphone et fit face à son fils. La fatigue pesait lourdement sur ses épaules. « Fils, faisons des pancakes ce week-end. Ça me prend beaucoup de temps, et j'ai beaucoup de travail à faire en ce moment. » Elle s'assit à côté de lui, essayant d'expliquer. « Tu vois, j'ai besoin de finir ce projet. C'est important. »« Non. Tu travailles toujours. Je veux des pancakes aujourd'hui. » Angelo croisa les bras. « Sinon, je ne mangerai plus rien. »« Angelo, ne fais pas de caprices. Je n'ai pas le temps pour des pancakes. Mange ta bouillie et va jouer. »« Je ne veux pas. » L'enfant s'entêta. Rina sentit l'irritation monter en elle. Elle était sur le point d'exploser. La tension constante, le manque de sommeil, l'inquiétude pour son enfant et le travail qui ne lui laisse aucun repos, tout cela est emmagasiné à l'intérieur, prêt à éclater. « D'accord, dit-elle entre ses dents. Reste affamé, mais ne demande pas à manger plus tard. » Elle retourna à la cuisinière. Le couvercle de la marmite fut fermé plus brusquement que nécessaire. Derrière elle, Angelo sanglotait, mais Rina ne se retourna pas. Elle ne ressentait aucun remords, seulement une lassitude infinie. Et de la part de Daniel, toujours aucune aide. Son mari part tôt au travail et rentre tard le soir. Parfois, Rina soupçonne qu'il reste dehors tard intentionnellement pour éviter les problèmes à la maison. Quand elle essaie de lui demander de surveiller Angelo pour qu'elle puisse travailler correctement, Daniel refuse. « J'ai une réunion importante demain. Je dois me préparer. Et j'ai une échéance après-demain. Moi aussi j'ai besoin de travailler. Toi, tu es à la maison. Travaille quand tu veux. Moi, je dois encore me déplacer pour le travail. Daniel, je ne me repose pas à la maison. Je suis avec l'enfant toute la journée et lui donner ses médicaments, cuisiner, nettoyer, et même essayer de travailler. Personne ne te force à travailler, mais nous avons besoin d'argent pour les médicaments. » Les disputes sont devenues quotidiennes. Rina crie après son mari, il lui répond. La tension à la maison croît chaque jour. Une nuit, alors qu'il dînait, Angelo dormait déjà dans sa chambre. Sur la table, le poulet et le riz que Rina avait préparés entre ses heures de travail refroidissaient. Daniel gratte son assiette, visiblement mécontent. « Encore du poulet » murmura-t-il. « Tu ne peux pas cuisiner quelque chose de différent de temps en temps. » Rina leva la tête de son assiette. Elle posa lentement sa fourchette. « Qu'est-ce que tu as dit ? » J'ai dit que c'est pareil tous les jours. Poulet, pâtes, poulet, riz. C'est ennuyeux. Je suis désolé si je ne peux pas cuisiner des plats spéciaux. Sa voix tremblait de colère. Pourquoi n'essaies-tu pas de cuisiner au moins une fois ? Pourquoi ? J'ai une femme qui reste à la maison, dit Daniel sarcastiquement. Je ne suis pas juste à la maison. Je travaille tout en m'occupant d'un enfant malade. Comprends-tu à quel point c'est difficile ? Jusqu'à quand ? Daniel éleva la voix. La fourchette fut jetée sur la table, cliquetant contre l'assiette. Tu es toujours mécontente. Tout va mal pour toi. J'en ai marre d'écouter tes plaintes. Des plaintes ? Rina se leva de table. Tu appelles ça une plainte ? Je demande juste un peu d'aide. Est-ce vraiment si difficile de surveiller notre enfant occasionnellement pour que je puisse travailler correctement ? Ne penses-tu pas que je suis fatiguée aussi ? Que je lutte parce que je suis aussi humaine, pas un robot ? Daniel se leva. La chaise fut repoussée. Dans ce cas, démissionne. Si c'est pour se plaindre, personne ne te force à travailler. Mon salaire suffit pour nous tous. J'en ai tellement assez. Les mots blessent plus qu'une gifle.
Rina reste debout, fixant le vide, incapable de parler. Daniel attrapa sa veste et claqua la porte, quittant la maison. Elle resta seule dans la cuisine au milieu d'un dîner inachevé et d'espoir brisé. La nuit, alors que tout le monde dormait, Rina s'assit dans la cuisine avec une tasse de thé froid et pensa, Daniel a raison sur un point. Je n'en peux plus. La tension constante la détruisait. Angelo a besoin d'attention, le travail demande de la concentration, et son mari ne sait pas ce qu'il veut et ne lui apporte aucun soutien. Il n'y a personne sur qui elle puisse compter. Elle regarda l'horloge, 1h30 du matin. L'échéance est dans 3 jours. Elle n'a même pas encore fini la moitié de la traduction. Demain, Angelo réclamera à nouveau de l'attention. Elle doit cuisiner, nettoyer, lui donner ses médicaments à l'heure et l'emmener chez le rhumatologue pour un contrôle. Quand travaillera-t-elle? Quand dormira-t-elle? Quand pourra-t-elle enfin pousser un soupir de soulagement? Rina sortit son téléphone et ouvrit sa boîte mail. Elle rédigea une lettre à Monsieur Ocampo, fixant l'écran vide pendant un long moment, cherchant les mots justes. Finalement, elle commença à taper, et des larmes coulèrent sur ses joues. Monsieur Ocampo, désolé d'écrire à cette heure. C'est très difficile pour moi de dire cela, mais je dois démissionner. Je n'en peux plus. Mon enfant a besoin de soins constants. Mon travail en a été affecté. J'ai peur de vous décevoir, vous et l'entreprise. C'est la décision la plus difficile de ma vie, mais je n'ai pas d'autre choix. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Excusez-moi. Elle relut le texte plusieurs fois. Puis elle appuya sur envoyer et enfouit son visage dans ses mains. C'était fait. Le travail qu'elle voulait, la carrière qu'elle avait construite, tout s'effondrait en un instant. Le lendemain matin, après quelques heures d'un sommeil agité, Rina trouva une réponse dans sa boîte mail. Monsieur Ocampo écrivait brièvement et directement. Rina, je comprends. Vous êtes une excellente spécialiste et je regrette de vous perdre. Mais la santé de votre enfant et la vôtre sont plus importantes. Quand la situation changera, faites-le moi savoir. Les portes de notre entreprise vous seront toujours ouvertes. Soyez forte. Des mots simples, mais qui apportèrent plus de chaleur que n'importe quelle assurance. Rina ferma l'ordinateur et le posa sur une étagère. Plus de travail. Maintenant, elle dépend entièrement de Daniel et de son salaire, de son humeur. Cette pensée est insupportable. Plus tard, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Daniel entra dans la cuisine. Il a l'air confus. Il était évident qu'il n'avait pas bien dormi non plus. Ils se regardèrent et un silence tendu s'installa. J'ai démissionné, dit faiblement Rina, se détournant de la cuisinière. Tu as raison. Je n'en peux plus. Daniel resta silencieux. Il fit du café. Elle attendait qu'il dise quelque chose, qu'il s'excuse ou du moins admette qu'il était allé trop loin. Mais il a seulement bu son café. Il a pris sa mallette et est parti au travail sans rien dire. Rina resta plantée devant la cuisinière, les larmes coulant à nouveau sur ses joues. Elle se sentait freinée, impuissante et inutile. De l'autre pièce, elle entendit la voix d'Angelo. « Maman, où es-tu » Elle essuya rapidement ses larmes et prit une grande inspiration. « J'arrive, mon fils. » La vie continuait, qu'il le veuille ou non. Mais Rina comprenait que quelque chose était brisé en elle, et qu'il était désormais impossible d'en rassembler les morceaux. Après avoir démissionné, on devrait se sentir mieux, c'est ce que pensait Rina lors de sa première nuit sans emploi. Plus d'échéance, plus d'ordinateur portable jusqu'à 3 heures du matin. Il n'y a plus de division entre la traduction et son enfant. Maintenant, elle peut se consacrer entièrement à Angelo, à la maison, à la famille. Peut-être que cela arrangera sa relation avec Daniel. Mais cela ne la fait pas se sentir mieux. En fait, même si Rina avait plus de temps, qu'elle parvenait à cuisiner, nettoyer et se promener avec Angelo dans la cour les rares jours où le garçon se sentait bien, Daniel trouvait toujours une raison de se battre. Chaque soir est comme un champ de mine. On ne sait pas ce qui le fera exploser exactement. Rina, pourquoi y a-t-il de la poussière sur les étagères de la salle de bain, demanda-t-il d'un ton critique un jour. Alors qu'il passait devant elle avec une serviette, elle était dans la cuisine en train de remuer la soupe. Et parce que la question était si soudaine, elle ne comprit pas immédiatement à quoi il faisait référence. Quoi? La poussière sur les étagères de la salle de bain. C'est toi qui nettoies là-bas, Daniel?
J'ai passé toute la journée à nettoyer les sols de toute la maison, à faire la lessive, à cuisiner et à m'occuper d'Angelo. Je n'ai plus pu atteindre les étagères de la salle de bain. Ah, c'est hors de portée? Il rentra dans la pièce. Tu as été à la maison toute la journée et tu n'as toujours pas assez de temps. Rina serra plus fort sa cuillère, compta jusqu'à 10 pour éviter d'exploser. Je ne fais pas que rester assise. Je m'occupe d'un enfant malade et je tiens la maison. C'est ça. Daniel fit un signe de la main et entra dans la chambre. La situation à la maison rend Daniel encore plus difficile. Il a commencé à rentrer plus tard. Il rentrait d'habitude à 19 h, il est 21 h maintenant, parfois 22 h ou plus. Il y a toujours la même raison, le travail est accablant, la réunion était soudaine, retardée par des documents. Au début, Rina le croyait. Elle essayait même de lui laisser son dîner, réchauffé à son arrivée. Mais progressivement, elle remarqua qu'il n'était pas pressé de rentrer. Il restait tard intentionnellement. Le matin, il part plus tôt. Ils avaient l'habitude de prendre le petit déjeuner ensemble, au moins quelques minutes ils étaient ensemble en tant que famille. Aujourd'hui, Daniel part à 7 h 30. Il est dit qu'il doit arriver au bureau avant le début des heures de travail. Pouvons-nous être ensemble même le week-end, suggéra prudemment Rina un samedi matin. Nous pouvons aller au parc. Angelo a besoin d'air frais. J'ai un rendez-vous avec un client, dit Daniel en enfilant sa veste. Un samedi? Sérieusement? Les affaires ne choisissent pas de jour. Tu le saurais si tu travaillais. Il partit. La porte claqua tandis que Rina restait plantée dans le couloir avec l'impression d'avoir été frappée. Tout s'effondre. Leur mariage s'émiette sous ses yeux, et elle ne sait pas comment l'arrêter. Et puis, il s'est produit quelque chose qui a fini par tout chambouler. Un mardi ordinaire. Angelo joue dans sa chambre. Rina a décidé de faire la lessive. Le linge sale est empilé dans le panier. Elle sépare les vêtements par couleur, vérifiant les poches. Elle a pris la chemise blanche de Daniel, celle qu'il portait l'autre jour. Elle s'apprêtait à la mettre dans la machine à laver, mais quelque chose a attiré son attention sur le col, juste au bord. Il y avait une marque de rouge à lèvres éclatante. Rina était stupéfaite, fixant la tache. Son cœur sembla s'arrêter. Elle approcha la chemise de ses yeux comme si elle espérait s'être trompée, que ce n'était pas ce qu'elle pensait, mais non. La marque est claire, rouge vif, provenant des lèvres d'une femme. Et ce n'est certainement pas son rouge à lèvres. Rina a rarement porté du maquillage ces derniers mois et utilise des couleurs différentes. Ses mains tremblaient. Elle s'assit sur le sol juste à côté de la machine à laver, tenant toujours la chemise. Les pensées s'entrechoquent. Du rouge à lèvres sur le col. Comment est-il arrivé là? Qui a laissé ça? Rina connaît la réponse, elle ne veut simplement pas y croire. Elle resta assise là pendant environ 5 minutes, ou peut-être plus. Des fragments de souvenirs défilaient dans son esprit, le dernier retour de Daniel à la maison, son irritabilité, sa distance, ses reproches constants. Tout se transformait en une image terrifiante qu'elle ne veut pas voir mais qu'il est désormais impossible de nier. La preuve est entre ses mains. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour le déjeuner? Angelo jeta un coup d'œil. Il la vit assise par terre. Maman, pourquoi? Tout va bien, mon fils. Rina se leva rapidement. La chemise était cachée derrière son dos. Je vais cuisiner. Retourne jouer. L'enfant hocha la tête et retourna jouer. Rina prit une grande inspiration. Elle doit se calmer. Elle doit attendre que Daniel revienne et lui demander directement. Peut-être y a-t-il une explication. Peut-être que ce n'est pas ce qu'elle pense. Mais au fond d'elle, elle connaissait déjà la vérité. Toute la journée sembla se passer comme dans un rêve. Rina a cuisiné le déjeuner. Sans réfléchir, Angelo a été nourri. On lui a donné ses médicaments et on l'a mis au lit pour la sieste de l'après-midi, tandis qu'elle s'asseyait dans la cuisine et regardait la chemise qu'elle avait posée sur la table. La marque de rouge à lèvres semblait se moquer d'elle. Daniel arriva plus tôt que d'habitude, vers 18 h. Rina sursauta. Quand elle entendit la porte s'ouvrir, elle était devant la cuisinière. Elle lui tournait le dos et elle ressentait une oppression intérieure. « Salut » dit-il en enlevant ses chaussures.
Rina fit un pas en avant. Elle prit la chemise sur la table et regarda son mari. « Tu n'as rien à dire ?» Sa voix était étonnamment calme. Elle lui lança la chemise. Daniel la rattrapa, l'air étonné. « C'est quoi ça ? Regarde. » Rina croisa les bras, essayant de cacher à quel point ses doigts tremblaient. Daniel déplia la chemise. La tache sur le col était visible. Quelque chose passa sur son visage, du regret et de la peur, mais presque immédiatement, cela fut remplacé par de l'audace. Il sourit. « À quoi tu t'attends ? » Quoi ? Rina ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « J'ai dit, à quoi tu t'attends ?» Daniel jeta la chemise sur la table et s'approcha. « Tu n'as pas de temps pour moi. Tu es toujours avec Angelo, avec ses médicaments, avec ses pleurs. J'ai besoin d'attention, tu comprends ?» Rina reste plantée, stupéfaite par son culot. Il n'a même pas pris la peine d'expliquer. Il n'a pas essayé de nier, il a simplement tout rejeté sur elle. « Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi je n'ai pas de temps ?» Sa voix tremblait de colère et de douleur. C'est reparti. Daniel agita la main. « Tu ne sais que te plaindre. » Je ne me plains pas. J'essaie juste d'expliquer que moi aussi je souffre. Le savais-tu ? Daniel s'approcha, le visage tordu par la colère. Je suis tellement lasse de toi. Complètement. Ramasse tes affaires et sors d'ici. Rina fut sidérée. Pendant quelques secondes, elle se contenta de le regarder. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Quoi ? Balbutia-t-elle sous le choc. Tu m'as entendu ? Sors de mon appartement. Je ne veux plus te voir ici. Daniel, tu es sérieux ? Ses larmes étaient sur le point de couler, mais elle les retint. Plus que sérieux. Il croisa les bras, la regardant avec un mépris glacial. Oui, j'ai une autre femme et nous allons vivre ici. C'est mon appartement. Je l'ai acheté. C'est moi qui paie pour ça. Et toi, tu es qui ? Une ménagère sans emploi et sans argent. Mais où allons-nous aller, mon enfant et moi ? Les larmes coulèrent sur ses joues. Daniel réfléchit. Nous avons un enfant. Il est malade. Ce n'est pas mon problème, dit-il. Tu as 1 heure pour sortir d'ici. Prépare tes affaires et sors. Mais je n'ai même pas d'argent. Rina était extrêmement surprise. Elle ne pouvait pas croire que cela arrivait. Où vais-je aller avec un enfant malade au milieu de la nuit ? La rue. C'est ton problème, cria Daniel. Sortez d'ici, tous les deux. Je me fiche d'où vous allez. Ce n'est pas mon problème. Il se tourna et entra dans la chambre. La porte claqua. Rina reste debout dans la cuisine, se serrant dans ses bras et pleurant. Son monde s'écroulait. L'homme avec qui elle était depuis tant d'années, pour qui elle avait mis au monde un enfant, s'effondrait en un instant. Celui qu'elle pensait l'aimer la jetait à la rue, y compris un enfant malade, sans argent et sans toit. Maman. Angelo sortit de la chambre, effrayé par les éclats de voix. Pourquoi papa crie ? Rina essuya rapidement ses larmes et s'assit devant son fils. Tout va bien, mon fils. Nous allons préparer nos affaires et aller voir des amis. Est-ce que papa vient avec nous ? Non. Papa restera ici. Viens, préparons tes affaires. L'heure suivante se passa dans un arrangement précipité. Rina fourra leurs vêtements, médicaments, documents et quelques petits objets dans les sacs. Ses mains tremblaient tellement qu'elle fit tomber des objets plusieurs fois. Angelo se tenait à côté d'elle, serrant son ours en peluche et la regardant avec de grands yeux effrayés. Daniel ne sortit pas de la chambre. Il ne dit même pas au revoir à son fils. Alors que Rina traînait les 2 gros sacs vers la sortie, elle tenait Angelo par la main. Elle se retourna et regarda l'appartement qui avait été sa maison pendant tant d'années. Les larmes coulèrent à nouveau sur ses joues, mais elle n'essaya pas de les cacher. C'était la fin. La fin de son ancienne vie. Ils sortirent dans le couloir. La porte derrière eux se ferma avec le son final de la serrure. Rina s'assit devant son fils et le serra dans ses bras. « N'aie pas peur, mon enfant. Tout ira bien. Je te le promets. » Angelo hocha la tête, bien que des larmes coulassent aussi sur ses joues. Ils descendirent et sortirent dans la rue. La nuit tombait et une fine pluie commençait à tomber.
Rina se tenait sur le trottoir avec 2 sacs et un enfant malade, et elle ne savait pas où aller. Elle marcha là où ses pieds la portaient. 3 mois avaient passé, 3 mois qui avaient changé la vie de Rina pour toujours. Elle était assise dans un café confortable près de la fenêtre, buvant un cappuccino et regardant la ville à l'extérieur. Son téléphone vibra sur la table. Le nom Mona apparut sur l'écran. Rina sourit et répondit à l'appel. « Allô, Mona. » « Ma belle », un cri joyeux se fit entendre à l'autre bout du fil. « Tu ne vas pas le croire. Je suis de retour en ville. Ce voyage d'affaires est enfin terminé. Rencontrons-nous. J'ai beaucoup de choses à te raconter. » « Bien sûr. Quand peux-tu ? » ?»« J'arrive. » Rina posa le téléphone et regarda son propre reflet dans la vitre. En ces 3 mois, elle avait vraiment changé, pas seulement à l'extérieur. Bien que la nouvelle coupe de cheveux, le maquillage léger et les vêtements élégants aient eu un effet, quelque chose avait changé à l'intérieur d'elle, une confiance, un calme, une lumière intérieure qui n'était pas là auparavant. Après environ 2 minutes, Mona entra dans le café, une grande et belle blonde en manteau rouge. Elle se retourna, vit Rina et courut vers sa table. « Ma belle !» Elle s'enlacèrent. Mona s'écarta et regarda Rina de la tête aux pieds. Ses yeux s'agrandirent de choc. « Mon Dieu, tu es si belle, ma belle !» Elle s'assit à la table, fixant toujours Rina. « Daniel a eu une promotion ? Ses bijoux et ses vêtements chers. Mon Dieu, est-ce que ça vient de ce créateur français ? Je l'ai vu dans un magazine. » Rina rit et fit tourner un anneau élégant avec un petit diamant autour de son doigt. « Daniel et moi avons rompu il y a 2 mois, dit-elle calmement. Son sourire devint un peu moqueur. « Quoi ? Rompu ? » Mona posa sa tasse sur la table. « Attends. Je ne comprends pas. Je pensais que vous alliez bien. Et ces bijoux, ces vêtements. Alors qui est-ce ? Qui ? » Rina ne comprit pas. « Qui ? Ton nouveau. » Mona se pencha, sa voix baissant d'un ton. « Il est clair que tu as quelqu'un de nouveau. Une femme ne s'épanouit pas ainsi sans raison. La bague au doigt, l'étincelle dans les yeux. D'accord, à vous. » Rina rit et secoua la tête. « C'est une longue histoire. » Elle s'inclina timidement. « Nous n'avons pas de hâte. » Mona ajusta son siège et posa ses mains sur la table. « J'ai toute la journée de libre. Raconte-moi tout depuis le début, et n'oublie rien. » Rina prit une grande inspiration, rassemblant ses forces. Les souvenirs de cette journée effrayante faisaient encore mal, bien qu'ils se fussent un peu estompés. « Tu te souviens que je t'avais dit qu'Angelo tombait souvent malade ? » Oui. Juste un rhume ordinaire pour les enfants, comme tout le monde. Il y a 3 mois, tout a commencé par une simple fièvre, commença Rina, et sa voix s'affaiblit. Ils ont appelé de la garderie. J'allais le chercher. Sa fièvre était si haute, elle ne baissait pas. Nous l'avons emmené à l'hôpital et là, le diagnostic est tombé, la maladie de Stille. Une maladie auto-immune. Oh mon Dieu. Mona se couvrit la bouche. Oui. Angelo ne peut plus aller à la garderie. Il a besoin de soins constants, de médicaments à l'heure. J'ai dû démissionner de mon travail pour pouvoir être à la maison avec lui. Et comment Daniel a-t-il pris cela ? Rina sourit amèrement. Non. Mona faillit sauter de sa chaise. Dès le début, Rina serra plus fort sa tasse de café, quand je lui ai montré la chemise, tu sais ce qu'il a dit ? C'était de ma faute si je n'avais pas de temps pour lui et qu'il avait besoin d'amour. Et il a immédiatement dit qu'il avait une autre femme. Il m'a dit, mon mari et enfin, il a dit qu'il me quitterait pour sa traînée. Il a pris le condo et tout l'argent et nous a laissés, mon fils et moi, à la rue. La voix de Rina tremblait. Même si cela faisait longtemps, il m'a donné 1 heure pour faire mes valises et partir. 1 heure ? Oh mon Dieu, Rina. Mona tendit la main et serra la paume de son amie. Je n'ose même pas imaginer ce que tu as traversé. Et qu'as-tu fait ? Rina prit une grande inspiration, se rappelant cette nuit terrifiante. Nous avons juste marché à travers la ville. Angelo pleurait, demandant où nous allions, pourquoi papa nous avait mis dehors. Et je ne savais pas quoi répondre. J'ai pensé à dormir à la gare routière, mais il y avait beaucoup de sans-abri et de toxicomanes là-bas.
J'avais peur pour mon fils. Et quand nous nous sommes approchés d'un restaurant pour demander de la nourriture, un ancien camarade de classe nous a vus. Il a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Il a demandé ce qui s'était passé. J'ai pleuré là, en pleine rue, et je lui ai tout raconté. Quand il a découvert ce qui s'était passé, il n'a pas hésité à nous donner les clés de sa maison de repos. Il a dit qu'il vivait dans un appartement en ville et que personne n'habitait dans cette maison. Nous pouvions y rester aussi longtemps que nous le voulions. Mona écoutait, la bouche bée. C'est tout? Il t'a donné la maison. Rina hocha la tête. Je n'arrivais pas à y croire. Je pensais que c'était un piège, qu'il demanderait quelque chose en retour, mais il a aidé sans aucune condition. Il nous a même apporté de la nourriture. Il a acheté des jouets à Angelo. Il était si bon. Il a l'air incroyable, dit Mona avec admiration. Les gens comme ça sont rares de nos jours, n'est-ce pas? Et cette nuit-là, quand nous étions tous installés à la maison, mon fils a grimpé sur mes genoux et a chuchoté, « Maman, ne t'inquiète pas. J'ai fait quelque chose pour papa. Tu sauras tout toi aussi. » Rina se couvrit le visage de ses mains, se remémorant ce moment. Attends. Angelo est un enfant intelligent. Mona se pencha, les yeux brillants de curiosité. Qu'a-t-il fait? Rina baissa les mains et un sourire radieux apparut sur son visage. J'ai appris qu'avant que nous soyons mis dehors, Angelo avait surpris Daniel parlant au téléphone. Daniel parlait d'un projet qu'il voulait faire en cachette de son patron pour obtenir de l'argent en falsification de documents, quelque chose comme ça. Angelo s'est souvenu de tout, un garçon de 5 ans. Il était très attentif. Et pendant que j'étais dans la salle de bain cette nuit-là, Angelo a pris mon téléphone et a appelé Arthur. Arthur? Mon camarade de classe. Il lui a raconté tout ce qu'il avait entendu sur son papa. Rina sourit encore plus largement. Arthur a immédiatement commencé à enquêter. Et que s'est-il passé? Mona sautait presque sur sa chaise d'excitation. Daniel a été renvoyé de son travail. Après une semaine, il y a eu une enquête judiciaire. Il a été découvert qu'il voulait vraiment voler une grosse somme d'argent à l'entreprise. Maintenant, il paie des dommages et intérêts, y compris une pension alimentaire pour Angelo. Rina haussa les épaules comme si c'était l'histoire la plus ordinaire. Angelo est génial. Mona rit et applaudit. Quel enfant intelligent. Je veux l'embrasser. C'est mon héros. C'est mon héros aussi, dit fièrement Rina. Même si honnêtement, je ne peux même pas lui expliquer à quel point il avait raison. Il voulait juste protéger sa mère. Mais je sens que ce n'est pas tout, dit malicieusement Mona. La bague au doigt, cette robe, l'étincelle dans les yeux. Allez, parle-moi d'Arthur. Rina rit et rougit. Oui. Après tout cela, Arthur nous a proposé de vivre avec lui. Il a dit que la maison est grande et qu'il se sent seul. Nous avons emménagé. Il m'a aidé avec Angelo. Il l'a emmené chez les médecins, a joué avec lui. Si seulement tu pouvais voir à quel point mon fils est proche de lui. Il l'appelle oncle Arthur et ne quitte pas son côté. Et puis vous deux êtes tombés amoureux, conclut Mona avec un regard rêveur. Oui, admit faiblement Rina. Je n'ai même pas réalisé comment c'est arrivé. À un moment donné, j'ai juste compris que j'avais besoin de lui, que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. Arthur est si vrai, attentionné, gentil et prévenant. Il me voit, tu comprends? Pas seulement comme une ménagère ou une mère, mais comme moi, en tant que personne. Et il m'a demandé en mariage il y a 1 mois. Il nous a emmenés au bord d'un lac. Il a préparé un pique-nique. Angelo l'a aidé. Tenant la bague, il avait fait une carte, et puis Arthur s'est agenouillé et m'a demandé si je voulais l'épouser. Des larmes brillèrent dans les yeux de Rina. Je suis si heureuse, Mona. Pour la première fois depuis des années, je suis vraiment heureuse. Dans 1 mois, nous serons mariés. Je suis si heureuse pour toi. Mona se leva et serra son amie dans ses bras. Je dis toujours que tu mérites le meilleur. Daniel n'était pas pour toi. Et cet Arthur semble être un vrai prince. Il est mieux que n'importe quel prince, sourit Rina à travers ses larmes. Il est vrai. Merci, ma belle. Mona l'enlaça. Elles discutèrent encore un peu. Rina montra des photos d'Arthur et leurs photos ensemble avec Angelo. Mona fut impressionnée et posa 1 million de questions sur le mariage.
Avec des projets pour l'avenir, les amis discutèrent et rirent. Comme d'habitude, après 1 heure, une voiture noire s'arrêta devant le café. Rina la vit par la fenêtre et sourit. C'est Arthur. Il a promis de nous récupérer, Angelo et moi. Nous allions au cirque. Oh, est-ce que je peux le voir? Elles sortirent. Un homme sortit de la voiture grand, bien bâti, avec un visage et un sourire aimable. Angelo suivit, courant vers sa mère. Maman, oncle Arthur m'a acheté une glace. Tu n'es vraiment qu'un enfant. Rina rit en serrant son fils dans ses bras. Arthur s'approcha et l'embrassa sur la joue, puis se tourna vers Mona. Bonjour. Mona lui serra la main et le regarda d'un air appréciateur. Ils se dirent au revoir et convinrent de s'appeler plus tard. Rina et Angelo montèrent dans la voiture. Arthur démarra le moteur. L'enfant à l'arrière n'arrêtait pas de parler, racontant des histoires de dessins animés et de jouets. Rina regardait par la fenêtre, et Arthur prit sa main et la serra. Tout allait bien. Tout était si beau. Elle sourit, et c'était vrai, la vie qui, il y a 3 mois, semblait ruinée, avait un nouveau sens. Dans le futur, il y avait un mariage, de l'amour et du bonheur. Et ils allèrent tous ensemble au cirque.